La sclérose latérale amyotrophique, que pour raccourci on appelle également SLA, est une maladie neurologique qui a pour particularité de toucher la motricité. Les cellules qui sont affectées par cette maladie sont ce qu'on appelle les motoneurones, qui sont les cellules qui sont responsables de la motricité volontaire. Eh bien, c'est ces cellules qui, pour des raisons qui sont pour le moment mal élucidées, même si la recherche fait beaucoup de progrès dans ce domaine, eh bien, ces cellules, à un moment donné, finissent par dysfonctionner, voire même à dégénérer, dans un processus qu'on pourrait comparer, même si c'est un peu grossier, à un processus de vieillissement prématuré des cellules. Et donc les manifestations de cette atteinte des systèmes moteurs, c'est un déficit de force musculaire, c'est aussi une atrophie musculaire qui peut survenir dans des territoires différents, avec un mode d'évolution qui va varier d'un patient à l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette maladie respecte d'autres systèmes neurologiques. C'est une maladie qui ne touche pas l'intelligence, c'est une maladie qui ne touche pas la sensibilité. C'est vraiment une maladie des motoneurones, et c'est d'ailleurs un des mystères qu'on aimerait comprendre pour avancer dans la recherche dans la maladie. C'est pourquoi ce processus ne touche que ces nerfs moteurs. Qu'est-ce qui fait dans les propriétés de ces nerfs qu'ils sont sensibles à un processus pathogène et que d'autres neurones soient par contre préservés. Les symptômes de la sclérose latérale amyotrophique peuvent être variés, et c'est d'ailleurs pour ça que le diagnostic de la sclérose latérale amyotrophique est souvent difficile au début. Pour simplifier, le signe le plus fréquent, c'est la survenue d'un déficit moteur qui peut toucher une partie du corps, que ce soit le membre supérieur, le membre inférieur, qui peut parfois également toucher les muscles qui sont responsables de la parole ou de la déglutition, et parfois débuter par une atteinte des muscles de la respiration. Dans la SLA, il y a une atteinte respiratoire possible à cause du nerf de la respiration qui est le nerf phrénique, qui contrôle le muscle de la respiration, le diaphragme. Et quand ce muscle est atteint, à cause du nerf, de l'atteinte du nerf, eh bien le pronostic du malade est mis en jeu, et une altération de la qualité de vie très forte, puisque c'est très stressant de ne pas bien respirer, le sommeil en est dégradé, donc la prise en charge respiratoire est devenue d'une importance primordiale depuis les années 2005-2006. Concrètement, c'est une maladie progressive, puisque c'est une maladie de type dégénératif, donc ce n'est pas, contrairement à un accident vasculaire cérébral, un déficit moteur qui va apparaître brutalement, mais c'est petit à petit une gêne motrice. Quand ça touche les membres inférieurs, ça va être une difficulté à marcher, une boiterie. Quand ça touche les membres supérieurs, ça va être une difficulté à faire des gestes tout simples de la vie quotidienne, comme tourner une clé dans une serrure, utiliser les couverts pour s'alimenter. Actuellement, les traitements, il y a deux aspects. Il y a les traitements symptomatiques, toute la prise en charge des patients qui est absolument fondamentale, que ce soit des médicaments pour soulager certains symptômes ou des systèmes qui permettent d'améliorer la respiration, avec les systèmes de ventilation au masque notamment. Il est proposé aux patients atteints de SLA qui ont une atteinte respiratoire une ventilation mécanique avec un ventilateur au masque, au début à faire la nuit, puis un peu après ensuite la nuit et un peu la journée, puis certains malades après en ont besoin 24 heures sur 24. Donc c'est une dépendance très importante à un outil qui les soulage fortement, effectivement, mais qui est bien évidemment très contraignant, handicapant, puis qui est très stressant parce que c'est un appareil dont dépend la respiration et la vie. Et puis il y a l'aspect de traitement de fond de la maladie, qui sont les traitements neuroprotecteurs, avec un seul médicament qui a prouvé son efficacité, qui est le Riluzole. Son efficacité reste relativement modeste, mais ce traitement a réellement montré son efficacité, et puis surtout il a prouvé qu'il était possible d'agir sur le processus de la maladie, et donc que le concept de neuroprotection était bien un concept réaliste.
Notre axe prioritaire à nous, médecins, c'est développer des médicaments, des traitements efficaces pour les patients. Vous avez vu qu'il reste beaucoup d'inconnus sur la physiopathologie de cette maladie. Donc on a besoin d'avancer dans l'élucidation des mécanismes physiopathologiques pour trouver des cibles et pour pouvoir ainsi développer des nouveaux traitements. Après, sur les approches spécifiques de thérapeutique, il y a plusieurs champs possibles. Il y a celui de la pharmacologie classique, c'est celui de la neuroprotection, puisqu'on a avec le riluzole la preuve qu'il est possible de ralentir le processus de la maladie. Et puis il y a tout le champ ouvert des nouvelles thérapeutiques. Je veux parler de la thérapie génique et je veux aussi parler des traitements par cellules souches. Là, l'espoir de ces nouveaux traitements, c'est pour la thérapie génique de pouvoir apporter directement dans le motoneurone la protéine qui manque ou qui dysfonctionne. Dans le cas des cellules souches, alors il y a deux stratégies. La première stratégie, c'est ce qu'on appelle une stratégie de protection, c'est-à-dire qu'on apporte des cellules souches qui vont créer un environnement cellulaire qui va être favorable à la survie des motoneurones. Et puis, il y a une autre approche de traitement par les cellules souches qui est une approche de restauration des fonctions. C'est la possibilité de remplacer les neurones qui ont dégénéré par de nouveaux neurones qui seraient produits par ces cellules souches. Alors il faut bien dire que pour le moment c'est encore de la science-fiction, même si sur le plan expérimental, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur ce domaine. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés parce que la sclérose latérale amyotrophique est une maladie qui touche les motoneurones de façon assez diffuse, donc ça nécessiterait de pouvoir implanter des sites très différents, et que implanter des neurones c'est bien, mais il faut qu'ils soient dans un réseau fonctionnel, il faut qu'ils puissent envoyer des prolongements vers les muscles, et ça, pour le moment, chez l'homme, on n'en est pas encore arrivé à cette phase-là. Donc effectivement, la SLA, c'est plus une maladie sporadique, donc on ne connaît pas beaucoup la génétique. Bon, il y a des études récentes qui, en fait, ont permis de bien développer le domaine, parce que jusqu'à maintenant, on se focalisait surtout sur la SOD1, puisque c'était le gène qui a été identifié en 93. Donc il y a eu des modèles animaux qui ont été faits dessus. Et donc récemment, il y a eu d'autres mutations qui ont été découvertes, donc TDP43 et FUS. Et donc maintenant, il y a aussi beaucoup de groupes qui font de nouveaux modèles. Et c'est quelque chose de très important puisque on regarde pour une mutation spécifique et il faudrait pouvoir comparer est-ce que les phénomènes sont les mêmes avec d'autres mutations pour pouvoir généraliser. Mais donc bien sûr, la partie génétique est très importante parce que même si c'est que des sous-populations de patients, c'est de recouper ces différentes mutations qui permettra d'avoir des mécanismes beaucoup plus globaux à l'ensemble des patients.